Se souvenir d'un événement historique tragique, évoquer ses victimes, ses martyrs, retenir ses méfaits sur l'identité culturelle, mettre en lumière son passif en termes d'aliénation mentale, maintenir le souvenir des souffrances subies dans le passé apparaît comme un impératif. Faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas, c'est cela le devoir de mémoire. Nasara wala ni pulao yasa yirentande attends ni pulao ke kasetie Nasara nyela tontenga akoma yela zam sergalon ti tonde ratenga ya yete de ratenga ya ade tonde ratenga ya yete de ratenga ya kitanele. En 1895, le gouvernement français décide de conquérir militairement ce qui deviendra plus tard la colonie de Haute-Volta et qui occupait une place hautement stratégique dans le plan d'expansion français en Afrique de l'Ouest. En 1896, la colonne des lieutenants Voulet et Chanoine marche sur Ouagadougou et le 20 janvier 1897, un traité de protectorat est signé avec le Naba-Sikri. Par un décret du 1er mars 1919, la colonie de Haute-Volta est créée avec comme chef-lieu Ouagadougou. Son territoire recouvre les cercles de Gawa, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou, Dori, Saï et Fadangourma. Vous savez, la création de la Haute-Volta le 1er mars 1919, c'est la reconstruction de la France dans ses colonies après la guerre, parce qu'elle a été beaucoup perturbée. À la suite justement des événements qui ont secoué la région de la boucle de Moune, la colonisation a décidé de constituer un territoire à part entière avec Ouagadougou comme capitale. La Haute-Volta, le Burkina Faso n'a pas été créé pour se développer un jour. Ce n'était pas ça. L'objectif n'a jamais été de faire en sorte qu'il y ait ici une entité territoriale qui va se développer un jour, non. On a été créé pour développer d'autres espaces. On a dit que la colonie n'était pas viable, surtout après la crise de 1929 en Europe, de manière générale. C'était une reprise, il fallait reprendre donc l'économie, ce qui a amené le colonisateur français à vouloir diviser la colonie, à utiliser les populations de cette colonie dans les colonies qui sont jugées nettement plus rentables. La Haute-Volta a été disloquée en 1932 et elle a été répartie entre 3 colonies. Et vous avez tout d'abord les cercles de Gawa, de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Kaya, de Koudougou et de Tinkodougou qui ont été donc rattachés à la Côte d'Ivoire. Les cercles de Tougan et de Ouéguia qui ont été rattachés au Soudan, c'est-à-dire donc le Mali actuel. Les cercles de Dori et de Fadangourma qui ont été rattachés au Niger. Vous savez très bien que dans l'ancienne AOF, il n'y avait pas une colonie qui avait un taux démographique qui dépassait la Haute-Volta. C'est-à-dire qu'il y avait, on a dit terre des hommes, c'était un réservoir des hommes, en fait, quelque chose. La preuve, tous les grands travaux de l'ex-AOF, nous étions corvéables à merci. C'est-à-dire on venait piger et puis on partait. L'objectif c'était ça, utiliser la main-d'œuvre des pays voltaïques au développement donc des différentes colonies, Côte d'Ivoire, dans les plantations, pour l'exportation du bois et pour les infrastructures. Et au Soudan, dans le fils du Niger, pour la production du riz et du coton. On a pris le prétexte que la colonie n'était pas viable. C'était un prétexte. Et ça favorisait aussi les colons français qui étaient installés dans ces différentes zones-là.
d'avoir cette main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Vous savez, à l'époque, c'était beaucoup de lobbies, les commerçants locaux, les compagnies, là. C'est elles qui géraient la politique africaine de notre père français. Eux, ça ne les arrangeait pas qu'on reconstruise la Haute-Volta. C'est précisément en 1932 qu'émerge à nouveau la thèse de l'existence d'un empire Mwaga dont le roi de Ouagadougou serait la principale figure politique. Elle est défendue par Antoine Dindolopson, prince Mwaga, qui publie un ouvrage, L'Empire du Mogo Naba, où il fait la démonstration de l'incohérence de la décision qui a consisté à scinder le Mogo en deux suite au partage de la Haute-Volta. Cet ouvrage ainsi que les stratégies mises en œuvre par le roi Côme II permettent, par un décret du 13 juillet 1937, la création de la région de la Haute-Côte d'Ivoire administrée à partir de Ouagadougou. Il faut d'abord rendre hommage aux différents chefs traditionnels de Ouagadougou qui, les premiers, ont pris conscience donc des méfaits que cette division-là amenait dans le pays. Le 12 mars 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale et âgé de 52 ans, le Moro Naba Côme II meurt et son fils Naba Saga II lui succède. Le nouveau souverain multiplie les missives aux autorités coloniales et le 18 mai 1946, écrivant au gouverneur, il avance comme argument que le partage de ces cercles entre trois colonies est contraire à l'esprit du traité de protectorat signé par Voulé et Chanoine avec l'empereur Mossi en 1897. Le 17 juillet 1946, le Moro Naba décide de rencontrer à Wayugia le Yatenga Naba Tigré. Le roi du Yatenga et le Moro Naba ne devaient pas se voir avec l'œil. C'est-à-dire que s'ils avaient un contact oculaire, il y a un qui devait y rester. Mais pour cette histoire-là, de reconstitution de la Haute-Volta, le Moro Naba est parti voir le Yatenga. La délégation a été accueillie depuis Goursi par vraiment une troupe de cavaliers dignes des deux royaumes. Et quand il est arrivé à Wayugia, il a posé des actes symboliques qui ont totalement conquis le roi du Yatenga. Dans l'histoire, les gens on ne parle que de la concertation entre le Moro Naba et le Yatenga, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des émissaires qui ont été envoyés à partir du Moro Naba, aller à Tenkodro et aller à Bousma. Et on sait même le Naba Koutou de Bousma s'est déplacé à Ouagadougou pour voir le Moro Naba. Ils se sont concertés, les trois, le roi de Bousma, d'Oubritenga et celui de Tenkodro. Ils étaient tous d'accord et c'était le Moro Naba qui était leur porte-parole pour maintenant mener les conciliabules avec celui de Yatenga et celui de Fadaïl. Moi, mon père faisait partie de la délégation qui est partie à Wayugia. Et ils ont pris la décision de reconstituer la Haute-Volta. Donc que le Yatenga qui faisait partie du Soudan français revienne à la Haute-Volta. Malgré, et je dis bien, malgré les promesses de Modibo Keïta, qui avait essayé de circonvenir le Yatenga en lui promettant un statut particulier. Le gouverneur du Soudan, quand il a entendu qu'il était question de reconstituer la Haute-Volta dans ses dimensions de 1932, il a travaillé au corps le roi du Yatenga pour qu'il ne morde pas à l'hameçon en lui faisant miroiter le fait que si on reconstitue la Haute-Volta finalement, c'est le Moro Naba de Ouagadougou, le roi de Ouagadougou, qui allait finalement en être le premier bénéficiaire, alors que si eux, ils restaient avec le Soudan, lui aussi, roi du Yatenga, il était un Moro Naba à part entière là-bas. Notre père, qui était quand même le doyen de la cour, a accompagné, était de la mission à Fada. Fada Gourma, avec le roi du Gourma, qui était Simandari, un vieillard très honorable, très respecté.
il n'y a pas de problème. Il faut dire aussi que les populations de l'Ouest disaient qu'on ne revient pas à la Haute-Volta, les Moussis étant plus nombreux, et craignaient ce qu'ils ont appelé une moussification de l'ensemble des territoires. Mais finalement, ces réticences-là ont pu être balayées. Ils ont dû penser que c'était indécent qu'un pays exporte les bras les plus valides et reste toujours en l'état pour aller développer les autres contrées. Au départ, c'était la force. Donc on n'avait pas le choix. À partir du moment où, à partir de 1946, où la loi contre le travail forcé a été votée, je crois que nos gens aussi ont dit, bon, si c'est ainsi, il est nécessaire et indispensable que nous puissions développer notre propre pays. En 1947, la reconstitution, là c'est une poussée noble des notables et des hommes politiques de l'époque pour revendiquer le fait de revenir à une entité. Ça, voilà une époque noble. Nabakoum, dès 1932, a écrit aux différents responsables administratifs français, coloniaux français, pour protester contre la division de la colonie. Il est mort en 1942 et son fils Naba Saga II a continué son œuvre par un ensemble d'actions telles que les lettres qu'il a écrites aux différents responsables, le fait même qu'il soit allé au Niger rencontrer le président français Vincent Auriol pour poser cette revendication. Il a été aidé en cela par certaines élites, telles que par exemple Nazi Boni, tels que Joseph Konombo, tels que les Henri Guissou, qui ont contribué par leur action politique, par l'agitation, à amener les gens, donc les autorités françaises, à venir à l'idée de reconstruire la colonie. Et c'est dans ce cadre même que Naba Saga a été amené à créer ce qu'on peut appeler un parti, mais en fait qui était un comité électoral à l'époque. L'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, UDHV, qui deviendra par la suite, un parti politique en 1946, l'Union voltaïque. On ne peut pas parler de la reconstitution de la Haute-Volta sans parler de Ouézin, sans parler de Nazi et de tous les parlementaires, les hommes politiques de l'époque, quoi. Parce qu'eux aussi se sont engagés pleinement et c'est eux qui avaient les moyens et les connaissances pour aborder le problème au niveau du palais sur le colon, quoi. Ouézin, Koulibaly, Philippe Zenda Kaboré, tous ceux-ci ont mis la main à la pâte grâce à la représentation donc, au niveau de l'Assemblée nationale française pour revendiquer la reconstitution de la Haute-Volta. En 1945-1946, Houphouët-Boigny, qui était candidat à la Constitution et comme député, a été obligé de venir rencontrer le Moro Naba. Parce que le corps électoral à l'époque faisait 30 000 personnes. Et sur les 30 000 personnes, la Haute-Côte d'Ivoire avait 16 000. Et sur les 16 000, 12 000 étaient la région Ouaga. Donc il ne peut pas ne pas tenir compte de ce poids électoral-là. Il était venu donc discuter avec le Moro Naba et il lui avait dit, si je suis élu, je travaillerai pour la reconstruction de la Haute-Volta. Et c'est ainsi que le Moro Naba a retiré son candidat, son frère, et il lui a proposé la liste suivante, qu'ils ont appelée liste sacrée, Houphouët-Boigny, Philippe Zenda Kaboré et Ouézin. Et le rôle de Philippe Zenda Kaboré à l'Assemblée, c'était justement de travailler à la reconstruction de la Haute-Volta. Il y a un sentiment qui animait, qui était très vivace. Le patriotisme là, chevillé au corps, ancré, la conviction que nous sommes des hommes comme les hommes parmi les hommes et que nous sommes propriétaires de notre sol. Vous voyez, de 1932 à 1947, vous voyez le nombre d'années. C'est parce qu'il y avait un contexte international favorable que la revendication nationaliste, il faut l'appeler comme ça, la revendication nationaliste a abouti. Après la Deuxième Guerre mondiale, les peuples colonisés ont pris conscience et les luttes montaient. Donc c'est dans ce contexte-là que les Français ont été amenés, ont été obligés de venir
à la reconstruction du territoire voltaïque. La reconstitution de la Haute-Volta est actée le 4 septembre 1947. Il a fallu donc, après un long combat, une longue bataille de l'ensemble des fils et des filles pour que notre pays soit reconstitué en 1947. Durant donc le combat qui a eu lieu entre 1932 et 1947, il a fallu que les fils et les filles du Burkina Faso, donc de la Haute-Volta en son temps, puissent taire leurs divergences pour se retrouver autour de l'essentiel. La leçon qu'on peut en tirer, surtout que les jeunes générations devraient en tirer, c'est qu'ils sont aujourd'hui les citoyens d'un pays qui a failli ne pas exister. J'allais dire, nous avons forcé pour devenir ce que nous sommes, sinon nous n'aurions pas dû devenir ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Que les jeunes se rappellent qu'ils ont un pays à bâtir et que ce pays-là a failli ne pas exister dans ses limites actuelles. Ils ne sont pas nombreux les pays qui sont dans cette situation-là. Et les jeunes devraient toujours se rappeler les sacrifices, les compromis et souvent même les couleuvres que leurs arrière-grands-pères ont dû avaler pour que nous soyons aujourd'hui ce territoire-là sur lequel nous vivons. Après la reconstitution, il est moins question de remettre en cause l'existence du territoire que de trouver un mode opératoire propre à accompagner la transition vers l'autonomie. C'est dans ce contexte que le mouvement nationaliste prend de l'essor. Des personnalités modérées du parti politique RDA, à l'image du député Ouézin Coulibaly, nouent des contacts avec le roi de Ouagadougou. Avec la chute du gouvernement le 17 décembre 1957, la Haute-Volta est en crise politique ouverte. D'un côté le front anti-Ouézin, de l'autre les partisans de Ouézin Coulibaly, les partisans de la monarchie constitutionnelle et enfin les colons qui refusent toute idée d'indépendance de la colonie. Finalement, c'est Ouézin Coulibaly qui réussit à revenir au pouvoir en janvier 1958 grâce à une alliance avec Boris Yamoyogo. Maurice Yamoyogo devient ministre de l'Intérieur du nouveau gouvernement en 1957 avant de lui succéder à la tête du gouvernement lors du décès brutal de Ouézin Coulibaly le 7 septembre 1958. L'indépendance proclamée en 1960 sous les couleurs du Rassemblement démocratique africain, Maurice Yamoyogo s'empressera de supprimer le rôle et le pouvoir de toutes les chefferies de Haute-Volta. À l'issue du soulèvement populaire et du coup d'État le 3 janvier 1966, le général Sangoulé Lamizana rétablit immédiatement le rôle des chefferies traditionnelles. L'indépendance, pour moi, c'est simplement une indigénisation de la gestion du pouvoir dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs. On a mis des indigènes, mais on n'a rien changé. Et des conseillers techniques ont été présents pour veiller à ce que ça ne change pas. Le Burkina Faso aurait pu connaître un sort tragique en 1975 et 1976 lorsque le mouvement autonomiste de l'Ouest Mao a été créé. C'était extrêmement périlleux car il était question de scinder le pays en deux et de créer la République du Kénédougou autour de Bobo Dioulasso. De même, le Front des minorités, le Frodemi, a été créé à la même période et s'était déclaré exclusivement contre les Mossi. À cette époque, il aura fallu que les dirigeants aient le sens de la pondération et que les intellectuels jouent leur rôle d'éclaireurs. Jusque-là, sur le plan politique, on a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas véritablement
d'indexation du pouvoir par rapport à une ethnie ou par rapport à une région du Burkina Faso. L'édification de l'État-nation à la lumière des événements historiques qui ont concouru à la renaissance de la Haute-Volta le 4 septembre 1947. Comment l'identité nationale en construction se conjugue-t-elle avec les ethnies et les communautés et fait ainsi face au particularisme identitaire? La Révolution démocratique et populaire, RDP, venue en 1983, accorda à la question nationale une attention particulière. Je crois que dans le vivre ensemble des Burkinabés, c'est un élément qu'il faut retenir comme un élément positif parce qu'il a aiguisé la fierté des Burkinabés. Sankara et ses camarades sont venus, ils ont bouleversé les choses à tel point qu'ils ont façonné une autre image, à telle enseigne que les Burkinabés sont devenus fiers de leur pays, fiers d'eux-mêmes, etc. Je crois que c'est un élément très important qu'il faut retenir. Avec la révolution, il ne s'agissait pas seulement d'un coup d'État, il s'agissait de mettre en place un nouvel ordre social et politique, ce que nous ne connaissions pas. Mais ce qui est important, si on veut analyser ça positivement, c'est que c'est à partir de ce moment, surtout pour un diplomate comme moi, c'est à partir de ce moment que le Burkina a commencé à exister comme acteur international plénier. Jusqu'à présent, nous étions un acteur mou des relations internationales. C'est réellement avec Thomas Sankara et le CNR que le Burkina Faso est devenu un acteur international plénier. Qu'on le veuille ou pas, l'épisode, le passage de Sankara à Haute-Volta est marqué dans l'histoire du pays. Et ça a marqué surtout la renaissance d'une certaine dignité. Les provinces regroupaient les grands groupes ethniques de chaque région. La dénomination de ces entités administratives à partir des données politiques, linguistiques, sociales et culturelles endogènes répondait à un souci de souveraineté et surtout d'authenticité qui permettait aux populations de se réapproprier leur histoire. L'ambition était de reconnaître les particularismes et les fondre dans un ensemble. Malheureusement, cette politique a conduit au réveil des vieux démons des particularités ethniques, locales et ou régionalistes. Ça a réveillé les vieux démons. Parce que certaines ethnies veulent être ensemble. Il y a même des ethnies qui sont dans une même province qui estiment que c'est des il y a des sous-groupes là qui ne peuvent pas aller avec d'autres sous-groupes. Et même à l'intérieur de chaque communauté même, il y a encore des clichés. Les gens pensent que les groupes sont homogènes, ce n'est pas toujours évident. Et il y a toujours des clichés dans chaque communauté même. Et même dans les sous-communautés, il y a encore des clichés. Donc ça fait trop. Du pays des hommes à terre. Du pays des hommes à terre. Remuer les cendres du passé est le premier acte qui permet de remonter le fil du temps et de donner à la jeunesse des éléments pour ne pas verser dans le désespoir afin de modifier le cours de l'histoire. En effet, préparer l'avenir suppose qu'on s'enracine dans son passé et qu'on l'assume. Les événements que nous avons vécus, que ce soit le 3 janvier 1966, que ce soit les manifestations, les grandes grèves du Burkina Faso contre le Mouna, que ce soit les mouvements contre la vie chère,
et enfin que ce soit l'insurrection, ces éléments sont des points de fixation qui devraient nous permettre au Burkina Faso de dépasser cette tendance communautariste qui est en train de s'installer pour retrouver notre homogénéité sociale. Leka jama Burkina Beu aunga kadombae Liki kakadomba de yo fika ke samaribae Leka jama Burkina Beu aunga kadombae Liki kakadomba de yo fika ke munyumbae Yereke na loma Globalement, de la méfiance et de la défiance se sont installées entre l'État et les citoyens, particulièrement en zone rurale. Cette désharmonie est telle que le délinquant, même en flagrant délit, est prioritairement protégé et défendu par les populations contre les représentants de l'État, les forces de l'ordre. C'est l'une des survivances des réflexes de la période coloniale. Dans le même état d'esprit, les Cogloégos sont dans cette logique et cette dynamique de refus de s'articuler à la police de proximité et de tendance à exiger une impunité pour ses membres. On s'est rendu compte à partir de 1990 que pour pouvoir être élu à l'Assemblée, il faut retourner dans sa région d'origine. Ce faisant, cela a un impact négatif dans la mesure où ça cristallise l'appartenance. Et au départ, on n'a pas vu l'impact, comme je disais, l'impact négatif de cette pratique qui aujourd'hui est en train de remonter à la surface. C'est pas aussi évident que quelqu'un de Banfora vienne à Kaya ou à Dori pour faire valoir ses compétences pour le développement. Par exemple, pour devenir représenter la nation, comme être député ou même être maire. Puisque même à l'intérieur même dans les communes même, il y a des gens qui sont taxés même de ne pas pouvoir même briguer même des mandats parce que soit ils sont de tel groupe ou ils sont de telle zone. Et c'est valable presque dans toutes les communes au Burkina. Moi, je suis ancien chercheur, je suis à l'université de Ouagadougou. On me connaît bien à Ouagadougou. Moi, j'ai la chance parce que on me connaît bien chez moi, parce qu'on connaît bien mon papa. Mais n'empêche que lorsque moi j'ai voulu me présenter pour être député, on m'a dit retourne dans ta région. Je suis bien chez moi à Ouagadougou qu'à Fada. Mais ça pose problème, ça veut dire qu'il y a un problème d'ethnicité qui se pose ici. Si on vous dit retourne chez vous c'est où? C'est là où se trouve votre ethnie. Non seulement on tient compte de l'ethnie, du nom de famille, mais même on te posera la question, est-ce que c'est une Tchombiano de Fada? Donc vous voyez que tout ça, ce sont des barrières. Sur la cité endormie, un vautour a plané dans la nuit. C'est une société qui est une entité qui est globale. Vous ne pouvez pas concentrer cette question-là, la question de la reconstitution de l'État ou de retrouver ça de façon holistique sans impliquer les religions. Bon, d'abord, la religion catholique qui était prioritaire parce qu'elle est venue avec le colon et qui dirige tout. Puis la religion musulmane qui est entrée pacifiquement dans ce pays. Les gens ont créé leurs zaouïas partout de gauche à droite sans gêner qui que ce soit. Chacun menait ses activités. Bon, en plus maintenant, vous avez
Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les églises évangélistes, la nouvelle culture, ce sont des éléments qui doivent permettre tous ces trucs-là. Chacun doit être convaincu que pour exister, il faut d'abord qu'il y ait un pays. Bien avant ces dernières années, le Burkina Faso, eu égard à ce que j'ai dit sur l'homogénéité sociale, le Burkina Faso avait une situation de cohabitation religieuse paisible, dans la mesure où vous aviez les populations musulmanes, chrétiennes et autres qui vivaient en symbiose, et que les fêtes des uns étaient les fêtes des autres. C'est vrai que de plus en plus on se rend compte que beaucoup de personnes, d'individus, se retrouvent mieux dans leur communauté religieuse, qui est prioritaire pour eux, à cette appartenance à une nation. Et il faut dire donc que cela constitue aussi un frein à l'identité nationale. Il ne faut pas que les intellectuels se laissent embarquer par les différents courants religieux. C'est-à-dire qu'on organise les intellectuels musulmans, on organise les intellectuels chrétiens, on organise, etc. Et chacun est dans une situation de soupçon par rapport à l'autre. Nous le voyons actuellement, les questions sont brassées, de dire, bon, il faut tenir compte du nombre des uns et des autres. Alors, si on doit tenir compte du nombre des uns et des autres dans les représentations que l'État a quand il appelle les religions, en ce moment, ça veut dire que nous perdons la laïcité pour introduire le nombre dans le choix. Et donc, à coup, nous allons traduire l'idée que tel groupe étant majoritaire, normalement, c'est tel groupe qui devrait gouverner. Donc, là encore, on abandonne la question des idées qui doivent nous réunir pour aller vers la question de l'identité. Je ne vais pas entrer dans un débat philosophique sur la laïcité, mais au moins sur la citoyenneté. Chacun doit être convaincu que si, pour bien pratiquer ma religion, il faut quand même qu'il y ait un pays où tout le monde puisse s'asseoir et poser. On doit revisiter la laïcité de façon claire et consolider la laïcité telle qu'elle se vit et s'est vécue au Burkina Faso. Cela suppose que les leaders d'opinion jouent leur rôle en montrant et en donnant des signes forts d'écuménisme. Au-delà des termes laïcité, État où toutes les religions se côtoient, l'essentiel pour moi, c'est la fraternité. Pour moi, la fraternité est au-dessus de toutes ces questions-là. Et une fois qu'on a compris cela, on devra pouvoir vivre ensemble avec les options qui auront été retenues par chacun ou chacune de nous, en termes donc de croyances. Bon, les extrémismes que nous voyons aujourd'hui au Mali, au nord du Burkina, c'est serment. Je ne dis pas que ça nous surprend, mais ça nous effraie. Là où certains ont flanché, nous avons résisté. La sueur et le sang versé nous ont fortifiés. Et si une seule nuit a suffi à nous rassembler, aujourd'hui, plus rien ne devrait nous diviser. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons un défi à relever avec comme devise. Le problème du Burkina Faso, le problème de tous les pays africains, c'est que nous n'avons pas de nation. Ce sont des États plurinationaux. C'est comme des gens qui ont pris une route et à un moment, il y a plusieurs voies, on ne sait pas exactement laquelle prendre. Ou bien, même on a pris une voie, on ne sait pas s'il faut retourner, ou bien il faut poursuivre avec les difficultés. Tout peut nous dérouter, puisque nous n'avons pas un axe d'évolution. Tout peut nous dérouter.
le plus petit phénomène comme le plus grand, le plus divers, tout. C'est ça qui nous menace. Et le défi, c'est d'éviter ça. Quand on veut évoluer vers une situation, État-nation, ayant telle qualité, il faut faire un axe pour cette évolution. Il n'y en a pas. Donc le défi, c'est de créer ce axe-là, préciser ce devenir, élaborer ce devenir et tracer l'axe qui y mène. Tant qu'on n'aura pas fait ça, hein, nous sommes exposés et vulnérables. Que nous présente la situation actuelle? Elle nous présente une société totalement perdue où les jeunes n'ont plus de repères. Et comment est-ce que nous allons retrouver ces repères? On ne peut retrouver ces repères qu'en refondant notre école, ça c'est un. En refondant nos écoles, notre école, et en réhabilitant l'idéologie. Ça, je m'adresse aux politiciens. Si vous ne réhabilitez pas l'idéologie, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les idéologies sont mortes. Or, vous ne pouvez rien faire sans idéologie. Vous ne pouvez rien faire sans vision. Nous devons définir, élaborer là où nous devons aller. Politiquement, je le répète, socialement, culturellement, économiquement, technologiquement, d'un point de vue innovation et recherche, d'un point de vue formation, et tout ça, la santé, l'habitat, tout ça, les communications. On doit élaborer ça. C'est une construction extrêmement précise. Si vous voulez, ça correspondrait à un plan, un vaisseau qui va nous amener là-bas. Mais là-bas, là, on l'a dit, arriver là-bas, nous devons être de telle qualité, telle organisation, telle dynamique. Une fois qu'on a tracé la vision, il faut des hommes pour s'engager dans cette vision-là. Et c'est là où c'est compliqué. Il se trouve que notre personnel politique est totalement dépassé aujourd'hui. À tel enseigne que les jeunes les bousculent pour qu'ils sortent. Mais en même temps aussi, la jeunesse, ce n'est pas une jeunesse vertueuse. C'est une jeunesse pleine de tares, comme on dit, où la valeur argent dépasse toute autre valeur. Actuellement, effectivement, le dieu de tous, malheureusement, c'est devenu l'argent. Donc, et quel que soit comment tu obtiens l'argent là, ben, tu deviens un dieu. On l'a tous vu, effectivement, on a suivi l'évolution de tout cela. Il y a des gens qui, par exemple, ils ont volé, ils ont coupé, ils ont fait, et on chante même les louanges. Mais avant, c'est une abomination. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde aime l'argent, mais ça dépend des conditions de l'acquisition de cet argent-là. Et pourquoi faire d'abord? Bien sûr, le libéralisme outrancier qui nous a abouti, qui a abouti à ce que Ouagadougou est devenu une grande ville, avec des grands immeubles, des immeubles même de luxe. Mais, je me dis, mais encore, à 3 km de Ouagadougou, hein, vous avez des gens qui n'ont pas le minimum vital. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Tout le mal est là. On n'a pas à convoiter, on a à entreprendre pour offrir. Si tout le monde entreprenait pour offrir, il n'y aurait pas quelqu'un qui va convoiter. S'il n'y a pas de convoitise, la paix est déjà installée. Vous savez, la paix est troublée par un seul élément, c'est la convoitise. Comme on dit souvent, on mobilise les gens autour de leurs intérêts. Mais il faut que nos intérêts coïncident. Nous sachions souvent faire coïncider nos intérêts avec ceux du pays. Mais je reconnais qu'il faut quand même que nous puissions résoudre le problème lancinant de l'emploi des jeunes. Mais ce problème-là aussi ne sera jamais résolu si nous ne résolvons pas, si nous ne nous attaquons pas de manière frontale à la question taboue de la démographie. Faire autant d'enfants que nos capacités financières, institutionnelles et autres nous permettent de bien éduquer, de bien soigner, de bien scolariser et ensuite de bien employer. On vous donne une éducation à la maison, non formelle, qui est très importante, mais cette éducation est renforcée par l'éducation qu'on nous donne à l'école.
Et il faudrait mettre à contribution les enseignants pour que justement on puisse atteindre ce niveau d'identité nationale. Parce qu'ils ont un très grand rôle à jouer. En inculquant déjà aux enfants en bas âge ce que c'est que cette notion d'identité, d'appartenir à un pays. Et tant qu'on force la base, après c'est difficile. Le colonisateur nous a simplement mis dans un couloir, un corridor. C'est-à-dire nous mettre en situation de l'aider à s'enrichir. Voilà. Même la formation, l'éducation, l'école, tout ça est fait dans ce sens. Et le mal est que après l'indépendance, nous ne nous sommes pas occupés de voir en fait quelle école il nous fallait. Nous avons continué l'école du blanc, qui était une école de colonisation et d'exportation. C'est ouvrir les esprits, donner à chacun une certaine ouverture et des outils d'analyse pour appréhender le monde et faire en sorte que, quel que soit le domaine que vous allez entreprendre, même si vous allez dans l'agriculture, à partir du moment où vous avez été à l'école, même si vous n'êtes pas un ingénieur agronome, vous allez aborder votre exploitation agricole ou votre élevage avec un esprit, une rationalité beaucoup plus performante que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Il faut qu'au-delà donc de la fonction publique, nous puissions former des citoyens qui soient à même de développer des activités économiques et qui permettent de créer des emplois en dehors donc de ce qu'offre la fonction publique. En matière d'emploi, l'État fasse sa part, mais que les jeunes, eux aussi, deviennent à leur tour des employeurs. Et non pas seulement des gens qui sont là et qui attendent d'être employés. Le colon est arrivé, il a essayé effectivement d'aliéner tout le monde, de dire que tout ce que nous étions, c'était sur du faux, c'était mauvais, rien n'était bon, et on est d'accord avec ça. Mais ça fait quand même une soixantaine d'années, le colon est totalement parti. Ça reste entre nous. Mais on a des difficultés pour nous retrouver et dire exactement quelle est la voie, par exemple, endogène que nous allons emprunter tout en tenant compte du monde extérieur. Quelles sont nos valeurs? Parce qu'il ne s'agit pas effectivement de revenir avec les valeurs occidentales et de dire voilà ce qu'il faut faire. Non, je pense qu'il faut que nous soyons nous-mêmes. Si nous sommes aujourd'hui désorientés, c'est parce que nous avons perdu des attaches avec notre culture. Qui peut citer les valeurs culturelles qu'il y a? Non. On ne les a même pas cernées, on ne les a même pas identifiées. Donc les jeunes ne peuvent pas comprendre, tant qu'on n'a pas développé, créé une atmosphère de conscience des valeurs culturelles et de ce qu'elles peuvent apporter comme valorisation de l'être humain, ils ne peuvent pas faire ça. Et effectivement, il appartient aux hommes qui sont conscients et qui sont déterminés effectivement à faire quelque chose, de se lever et de commencer à poser les jalons. On peut se poser la question aujourd'hui, dans un Burkina post-insurrectionnel, dans un Burkina où nous sommes sortis d'une élection libre et transparente, et dans un Burkina où nous avons fait la résistance, est-ce qu'il n'y a pas lieu que nous puissions nous inspirer donc de ce moment où il y avait bel et bien donc des divergences, qu'il y avait des antagonismes et qu'on a fini par trouver donc l'essentiel pour travailler à réconcilier d'abord la Haute-Volta. Il me semble que notre génération peut trouver là un élément, un repère pour se dire d'une manière ou d'une autre, on peut continuer à avoir donc des divergences, mais il va falloir trouver en tout cas l'essentiel. Il va falloir trouver effectivement donc ce qui est capital, ce qui est important pour œuvrer autour de cela. Il me semble que c'est la République aujourd'hui. Au regard évidemment de certains standards, nous ne sommes pas le pays pauvre qu'on a voulu toujours décrire. Non, nous avons des richesses naturelles que nous pouvons exploiter, qu'elles soient minières ou autres. Il y a des réalités
dans ce pays-là que nous pouvons transformer pour notre développement. Mais nous-mêmes, il faut que nous sachions vivre, il faut que nous puissions vivre avec peu et faire beaucoup avec rien. Il me semble que nous avons suffisamment de ressources pour nous donner les moyens, pour nous développer davantage, pour créer plus donc, de richesse et de prospérité sociale pour l'ensemble des fils et des filles de ce pays, pourvu que nous puissions à un moment donné reconnaître où se trouve l'essentiel et se battre pour cela. Tant que les citoyens, les fils de ce pays-là sont convaincus qu'ensemble ils s'en sortiront, il n'y aura pas de problème. Et il me semble que l'une des solutions à ce niveau-là, qui aujourd'hui il faut continuer à explorer, c'est qu'à un moment donné, on puisse en tout cas donc, passer carrément par les phases vérité, hein, pour que nous puissions en tout cas donc, être au même niveau de compréhension donc, des questions de l'histoire, et afin en tout cas que les Burkinabés se donnent les moyens de ne pas répéter ce qui s'est passé comme mauvaise action. Sur les grandes questions, il faudrait accepter de faire ce qui s'est déjà fait dans le passé. Il faudrait accepter de s'asseoir, d'accepter de débattre à fond, en sachant qu'on peut échouer comme on peut réussir, mais au moins le tenter. On dit que le renouveau se construit ensemble et c'est la fête de l'ensemble des composantes. Les politiques, les acteurs donc, de la société civile, le secteur privé, et aussi l'ensemble des autres forces morales qui existent dans le pays. Il faut qu'au niveau de la société civile retrouve son rôle fondamental, qui est ce rôle d'interpellation, ce rôle d'alerte. Normalement, elle est un cadre qui permet le brassage des idées dans la mesure où les gens se rassemblent sur la base des idées et non sur la base des individus. Nous avons une des meilleures élites du continent, ça je suis sûr. Je suis sûr parce que je voyage beaucoup depuis. Quand je regarde secteur par secteur social, catégorie par catégorie sociale, et je compare à d'autres pays, il n'y a pas match. Prenez la recherche scientifique. J'ai eu la chance de m'occuper de ça pendant 5 ans, et je peux vous dire que nous avons parmi les meilleurs chercheurs d'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que nous avons suffisamment donc, de potentiel et qu'il y a suffisamment donc, de gens qui sont... énormément de gens qui sont restés très intègres dans ce pays et il ne faut pas du tout désespérer. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. On a l'impression que, évidemment, rien ne bouge. C'est bon, effectivement, d'avoir cette capacité d'indignation, comme dit l'autre. C'est important, surtout quand on est jeune. Et c'est ça qui met toujours les forces sociales en éveil. La parabole du colibri qui va prendre avec son menu bec dans la mer ou dans le fleuve de l'eau pour venir éteindre l'incendie qui embrase la forêt. On dit, mais vraiment tu es fou, tu crois que c'est comme ça que tu vas éteindre l'incendie? Il a dit, moi je fais ce que je peux faire. Donc chacun de nous peut faire quelque chose pour son pays. Quand j'étais tout petit, j'observais les forgerons, comment ils arrivaient à transformer le fer. Et le mot qui convenait pour les forgerons, c'était « ils martelaient ». Mais le mot intellectuellement, c'est « répéter ». Vous devez répéter
ces choses qui vont germer dans l'esprit des gens. Nous n'avons qu'à continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre la plume dans la plaie, la remuer, toujours la remuer. C'est ainsi que les prises de conscience adviennent. Je rappelle aux jeunes générations ce que Kennedy, en accédant au pouvoir, avait dit, et que tout le monde reprend: ne dites pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais dites-vous toujours ce que vous pouvez faire pour votre pays. Il n'y a pas de quoi avoir de complexe. Il s'agit seulement de se comprendre et se dire qu'on a une mission historique dans un temps donné. Parce que nous sommes là aujourd'hui, faisons le maximum de ce que nous pouvons pour que le pays se retrouve. Comme une mère qui a vu naître ses enfants, les a vus grandir avec leurs différences. Comme cette famille, malgré les petites querelles, qui avancent au-delà des intérêts pour sa postérité, qui avance au-delà des intérêts pour sa descendance. Faisons taire nos désaccords pour un face au plus fort, la patrie ou la mort, le face au d'abord. Yeah, yeah. Hey, jeune homme, jeune fille, quand tu sens que ça ne bouge pas, hey, lève-toi et marche, et surtout prends la bonne direction. Yeah. Noa jirma meti kukwe man boy amneda Unto kuka meti kosingu boy amdoa. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent au neda. L'avenir appartient à ceux qui se battent au ndoa.